C'est terrible. Mais le devoir m'appelle. Adieu, Tartine. Ce film est un des plus cultes des années 90 et pourtant il m'a été extrêmement difficile de vous trouver des infos dessus. Des acteurs complètement oubliés, des scénaristes qui n'ont rien écrit d'autre, seul son réalisateur a le mérite d'avoir un palmarès qui a pu marquer Hollywood. Mais à côté de ça, ce film a bercé notre enfance, une sorte d'enfant illégitime entre Maman j'ai raté l'avion et les Tortues Ninja. Mais le plus troublant de cette licence est sans nul doute le fait que les acteurs principaux n'apparaissent pas dans le deuxième opus, mais reviennent pour le troisième opus. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des Ninja Kid et de la licence 3 Ninjas. Ils sont très dangereux, ces mômes-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette vidéo, nous reviendrons succinctement, mais alors très succinctement sur la genèse du projet, pour enfin en faire une analyse et expliquer pourquoi les acteurs ont changé entre le deuxième et le quatrième opus. Je vous propose donc d'aller faire un tour dans les années 90, là où le cinéma pour jeunesse proposait des petites pépites. Parmi ces films, nous avons dans un premier temps la première adaptation live-action de la licence Tortue Ninja qui va être un véritable carton. Mais surtout, le public va faire la connaissance du jeune Kevin McAllister. Resté seul chez lui, obligé de défendre sa maison face à des cambrioleurs dans le célébrissime Maman j'ai raté l'avion. Le scénariste Emmanuel Edouard, de son côté, se dit qu'il pourrait alors mélanger ces deux succès, en s'inspirant de l'histoire d'un certain Kimikin qui voulait raconter l'histoire de jeunes ninjas entraînés par leur grand-père. Edouard se dit alors qu'il pourrait partir de cette base de travail pour proposer un scénario original s'inspirant des deux licences qu'on a évoquées plus tôt. Ainsi, il voudrait proposer des enfants frères ninjas comme les tortues et que les ennemis qu'ils devraient vaincre pourraient être pris au filet par la confection de différents pièges au sein de la maison pendant l'absence de leurs parents. C'est ainsi que le film Ninja Kid est né, mettant en évidence la plupart de ses inspirations, telles que le choix d'offrir des kimonos de couleurs pour chaque enfant, qui n'est pas sans rappeler les Tortues Ninja, possédant chacune un bandana de couleurs différentes. La production est lancée et le directeur de casting se hâte de trouver les 3 jeunes garçons qui pourraient interpréter nos ninjas. Le premier à être approché pour incarner l'aîné Samuel Douglas Jr. alias Rocky est Michael Traynor. Le jeune garçon âgé de 13 ans, déjà en possession de la ceinture noire de karaté, au second degré, attire ainsi l'attention du directeur de casting. Il lui conseille alors d'auditionner pour le film, et va bien sûr obtenir le rôle. Cependant, Michael Traynor va céder sa place dans le deuxième opus pour finalement faire son retour dans le troisième volet, puis de nouveau céder sa place pour le quatrième. Ouais, je sais, ça paraît étrange dit comme ça, mais je vous rassure, je vous explique tout ça un peu plus tard. Et par la suite, Traynor ne s'illustrera plus jamais derrière un écran, faisant de la licence 3 Ninjas sa seule et unique expérience cinématographique. C'est ensuite Max Elliott Slade qui est choisi pour interpréter le ninja du milieu. Le jeune Jeffrey Douglas, alias Mustang, enfin pour la VF, parce que en VO, son nom c'est Colt, et d'ailleurs ce nom va être gardé pour la VF des prochains films. Slade se fait remarquer pour avoir déjà commencé une carrière dans le milieu avec le film Parenthood. Il est également choisi de par sa maîtrise du karaté Gosokyu Ryu, encore navré pour la prononciation, obtenant sa ceinture marron à l'âge de 11 ans. Max Elliott Slade va être le seul des 3 garçons à interpréter son rôle dans plus de 2 films de la licence 3 Ninjas, apparaissant donc dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième volet. Jusqu'à là, pas d'embrouille. Le jeune acteur va par la suite faire une apparition dans le film Apollo 13 pour finalement s'écarter des plateaux, ne faisant que de simples apparitions en 2008, puis en 2019 pour Frost Nixon et We Are Love. Et enfin, pour interpréter le petit dernier de la fratrie, c'est le jeune Chad Power qui est casté. Repéré dans Alerte à Malibu, le jeune garçon va enfiler le kimono jaune pour être Michael Douglas Jr. Rien à voir avec l'acteur, alias Ramdam pour la VF du premier opus, puis Tum Tum pour la VF des 3 autres opus et pour la VO. Et comme l'interprète de Rocky, Chad Power ne va pas reprendre son rôle pour le deuxième opus, mais reviendra finalement dans le troisième pour de nouveau céder sa place dans le quatrième. Je vous jure qu'il y a une explication. Finalement, un seul acteur va reprendre son rôle pour les 4 opus avant sa disparition en 2001, il s'agit de Victor Wong, l'interprète du grand-père des enfants, alias Mori Tanaka. Ayant déjà à son actif une belle filmographie et va clôturer donc sa carrière et sa vie avec les 3 ninjas. Enfin, pour l'antagoniste Snyder, celui qui nous offre une prestation dantesque n'est autre que Deron Kingsley, qui, comme les garçons, ne va plus jamais s'illustrer au cinéma.
Ce qui, à mon sens, est un véritable acte manqué pour la profession, car l'acteur aurait pu offrir bien d'autres prestations pour d'autres films avec ses connaissances en arts martiaux et ses mouvements de visage incroyables. Donc finalement, pour les Ninja Kid, le seul qui va s'offrir une véritable carrière n'est autre que le réalisateur John Turteltaub, qui va réaliser par la suite de sublimes films, tels que Rasta Rocket, les films Benjamin Gates avec Nicolas Cage, mais également un de mes films préférés bien trop sous-coté à mon sens, Instinct avec Anthony Hopkins. Faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo dessus d'ailleurs. Par ailleurs, vous noterez que malgré les origines asiatiques de Mori Tanaka, les équipes ont privilégié un casting américain au visage totalement caucasien pour les enfants, leur donnant un métissage japonais seulement au second degré, dans la mesure où leur grand-père, aperçu en photo dans le film avec une américaine, décrite comme la grand-mère des garçons, autrement dit la mère de Jessica, qui est à 50% japonaise et 50% américaine. Du coup, les traits asiatiques des enfants ne sont absolument pas perceptibles. C'est mon côté asiatique. Bon, très bien. En quoi ça t'oblige à te montrer aussi dur avec moi? Ça, c'est mon côté américain. C'est très amusant. Maintenant qu'on a posé tout ça, Ninja Kid, de quoi ça parle exactement? Les enfants Douglas passent tous leurs étés chez leur grand-père, un maître ninja qui décide de les instruire et de leur transmettre cet héritage. Ceci contre l'avis de leur père, agent du FBI. Alors que les enfants passent un nouvel été chez leur grand-père et apprennent les préceptes ninja, leur père est sur le point d'arrêter un truand nommé Snyder qui finalement va lui échapper. On apprend par la suite que Snyder fut l'élève de Mori Tanaka, celui-ci décide alors de rendre visite à son ancien maître pour le convaincre de demander à son gendre de laisser tomber ses poursuites. Face au refus catégorique de Mori, celui-ci décide alors de kidnapper les jeunes garçons pour avoir un vrai moyen de pression. Mais c'était sans compter sur leur instruction ninja que les trois frères réussissent à arrêter les trois voyous recrutés pour le job à base de pièges et de prises de karaté. Cependant, les enfants finissent tout de même par être enlevés et vont devoir se débrouiller seuls pour trouver le moyen de s'échapper. Finalement, Mori retrouve ses petits-enfants et s'ensuit un affrontement ultime avec Snyder qui, malgré la difficulté, va connaître un dénouement positif. Ainsi, Snyder va enfin être arrêté par le FBI, permettant à Sam d'enfin accepter la passion ninja de ses enfants et les bienfaits de son influence sur les garçons. D'ailleurs, petite parenthèse, les acteurs qui interprètent Jessica et Sam Douglas vont revenir dans quasiment tous les volets de la saga, à l'exception du troisième opus. Je crois qu'on aperçoit Sam dans le troisième, mais je suis pas sûr de moi, vous me confirmerez dans les commentaires. Donc voilà, une intrigue assez simple, mais plutôt efficace, qui arrive à mêler parfaitement ses inspirations des Tortues Ninja et de Maman j'ai raté l'avion. Le film arrive à trouver un bon équilibre entre une violence bien édulcorée avec un humour extrêmement bien maîtrisé, principalement sur l'écriture des trois voyous censés kidnapper les enfants. Bon, on va pas se le cacher, on a quand même quelques petits côtés cartoonesques qui permettent de minimiser la violence et forcément rassurer les parents. Quoique, pas tant que ça. Mais je vais m'expliquer. L'œuvre nous offre une véritable identification que peut avoir le jeune public. À voir les trois garçons évoluer dans leur quotidien de pré-ado, entre amourette avec la voisine pour Rocky, mais surtout le fait de prendre leur responsabilité de jeunes ninjas à ne pas se servir de la violence en premier recours, surtout face à de jeunes délinquants qui ne cessent de leur chercher des noises. La relation fraternelle des trois garçons est également extrêmement bien représentée, que ce soit dans leur complicité d'enfants à se couvrir mutuellement alors qu'ils devraient dormir depuis un moment, ou encore de les voir sérieusement faire leurs devoirs, illustrant leur discipline malgré leur maîtrise de pratique qui ne sont pas du tout courantes pour des jeunes de leur âge. Donc finalement, on pourrait même s'interroger sur le véritable intérêt des parents à faire appel à une babysitter pour les garder juste une soirée. Si ce n'est bien sûr l'utilité scénaristique pour le réalisateur à justifier que ce ne soient pas les enfants qui accueillent Face de Rat déguisés en livreurs de pizza. D'ailleurs, j'ai envie de faire une petite mention honorable pour l'acteur David Laburto, qui à mon sens est la meilleure figure humoristique du film, maîtrisant parfaitement l'art du faux antagoniste, se révélant être le simple comique de service. Le film est un véritable succès et une suite est très vite lancée, puis tournée en 1992. Cependant, il faudra attendre 1994 pour voir un véritable deuxième volet à la saga. À la sortie du deuxième opus, on constate qu'à l'exception de Mustang, ou Colt maintenant, que Rocky et Tum Tum sont cette fois-ci interprétés par de nouveaux acteurs. Michael Traynor ayant arrêté les tournages et Chad Power étant occupé pour un autre projet. D'ailleurs, vous noterez que l'ouverture du film est extrêmement similaire au premier volet et qu'on voit apparaître les ninjas d'abord avec leur masque pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit bien d'une suite canonique. Mais si le changement d'acteur n'impacte pas directement la proposition du film, celui-ci propose une direction artistique bien différente, symptomatique de la volonté d'édulcorer la violence dans les films jeunesse. Parce que dans le fond, l'histoire initiale du film avait une histoire plutôt intéressante. Le fait que les enfants partent au Japon retrouver leur grand-père pour l'aider à offrir une dague aux gagnants d'une compétition ninja apportait une évolution aux héros qui cette fois-ci doivent eux-mêmes aider leur grand-père.
ce qui était l'inverse dans le premier volet. De plus, l'intrigue offrait un symbole intéressant parallèlement de la culture américaine, montrant les enfants pratiquer le baseball et la manière dont leur apprentissage ninja pouvait les aider à s'élever spirituellement et réussir là où ils ont d'habitude des difficultés. Un fond plutôt cohérent et intéressant qui suit bien le premier volet pour le coup. Mais c'est au niveau de l'exécution que cette volonté d'édulcorer la violence désamorce totalement le récit. Malheureusement, le ton du film se veut être bien plus cartoonesque, avec des mises en scène qui dénaturent l'aspect sage et mature que nos héros nous ont montré dans le premier opus. D'ailleurs, le côté cartoonesque va même atteindre son paroxysme lorsque Colt arrive à viser le trou d'un revolver pour aller le faire exploser et empêcher le méchant de tirer. Assez discuté. Faisons un parallèle au fait qu'au début du film, il avait du mal à viser la balle de baseball et la taper en son centre. Et bien évidemment, il va y arriver cette fois-ci à la fin du film. Le film nous fait perdre ce côté enfant-héros dans un monde classique qui doivent trouver des solutions, aidant ainsi son public à s'identifier, rêvant d'être eux-mêmes des héros. Donc même si à mon sens cette direction artistique était plutôt une mauvaise direction, je dois dire qu'ils se sont tout de même rattrapés sur le troisième volet. Enfin, le troisième volet. Car c'est en 1995 qu'arrive le film Les Trois Ninjas se révoltent. Et là, surprise! Qu'est-ce qui m'a fichu des ramollis pareils? Vous n'avez pas assez dormi? J'ai fait un véritable Il avait fait un horrible monstrueux. Les jeunes acteurs du premier opus sont non seulement tous de retour, mais en plus, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup grandi. Coïncidence? Je ne crois pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la fin du premier opus, une suite a très vite été tournée en 1992. Mais en réalité, il ne s'agissait pas du film sorti en 94, mais bien d'un autre film, et en l'occurrence, c'est ce film-là qui va servir de troisième opus, ce qui explique pourquoi les acteurs sont de retour et paraissent toujours aussi jeunes. C'est ainsi que le tournage des Trois Ninjas se révoltent débute en 1992. Mais malheureusement, des problèmes de droits de distribution empêchent le film de sortir, et c'est ainsi que les Ninjas se révoltent est mis de côté, et que les Trois Ninjas contre-attaquent est mis en chantier, puis tourné pour enfin être distribué comme deuxième opus. Et sans surprise, ce troisième opus est bien meilleur que son prédécesseur, ou son suiveur, ou son... je sais plus. Le fait de retrouver les acteurs du premier permet de mieux cerner leur évolution. Puis la direction du film offre une proposition différente au premier, mais sans le dénaturer pour autant. C'est donc livré à eux-mêmes que les garçons vont aider une tribu indienne à se sortir des griffes d'un vilain et méchant milliardaire. Ouais, un peu cliché, mais avouez que ça fonctionne. Les garçons cherchent à empêcher la pollution et la destruction des terres des Indiens, le film ayant presque des allures de western, tout en continuant de prendre au sérieux son public, sans s'émaculer lui-même, n'ayant pas cette contrainte d'édulcorer ses combats pour satisfaire les parents récalcitrants. Donc sur le principe, on a un film intéressant, qui pouvait même jouer sur la nostalgie de retrouver les acteurs du premier opus, sauf que pour la promo du film, ils vont faire une affiche sans les acteurs du film. D'ailleurs, j'arrive même pas à percevoir si c'est les acteurs du deuxième opus ou si c'est juste des figurants qu'ils ont pris au hasard. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je vois une affiche qui met en scène d'autres acteurs que les acteurs principaux. À vous de me dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. On pourrait aisément imaginer que les 3 ans qui séparent le tournage de la sortie ont fait que les enfants ont grandi et ne ressemblent plus à leur apparence du film. Mais si vraiment c'est à cause de ça, servez-vous des photos de tournage pour monter une affiche. Ils auraient même pu se servir des masques ninja qui sont devenus symboles de la licence. Cependant, le film reste tout de même réussi, il est dynamique, efficace et dans la continuité du premier. Et la licence aurait pu s'arrêter à ce film et s'offrir une belle conclusion, sauf que, évidemment, Lapin du Gars va nous offrir un 4e opus qui rentre, je dirais, dans le stéréotype de la suite de trop. Three ninjas, high noon at Mega Mountain. Let's have some fun. Alors, comment vous parler de ce 4e opus sans trop vous faire de mal ? Ce 4e opus est une sorte de mélange de tout ce qu'il y a de plus Grinch dans les années 90. On a la super vilaine avec des tenues de super vilaine digne des Power Rangers, une action qui se déroule dans un parc d'attractions rappelant l'ambiance du flic de Beverly Hills 3, sauf que les antagonistes, en fait ils sont juste débiles.
cartoonisé avec des gags qui ne fonctionnent même pas pour les enfants. La mise en scène du piratage informatique du parc avec des effets horribles, des dialogues écrits par des enfants de 3 ans qui donnent un côté totalement nanardesque au film. Et en plus, le film s'offre la présence de Hulk Hogan qui, malgré tout le respect que j'ai pour lui, offre un côté encore plus nanardesque avec sa tenue de musclore des maîtres de l'univers. Tu parles d'une équipe de bras cassés. Vous avez les muscles mais vous manquez de cervelle. Et à côté, on a une petite fille toute mignonne qui se balade avec le sac de Mary Poppins et qui se dit que ce serait une bonne idée d'aller dans un parc d'attractions avec tout un tas de gadgets dangereux et un putain de drone qui fait 1000 fois la taille du sac dans lequel il est censé être rangé. Tâchons de trouver Rocky. Bon, je veux bien que ça serve l'intrigue, mais franchement, quel enfant va dans un parc d'attractions avec un drone gros comme ça? Et surtout, quel parent laisserait un enfant partir avec un drone gros comme ça dans un parc d'attractions? Mais il y a un autre problème majeur dans ce film qui, j'espère, vous l'avez tous remarqué, l'âge qu'ont l'air d'avoir les enfants. Alors le film est sorti en 98, soit 6 ans après le premier opus. Ok? Mais les enfants ont l'air encore plus jeunes que ceux du premier opus. Alors je veux bien qu'on prenne des acteurs qui jouent des rôles qui n'ont pas forcément l'âge qu'ils ont. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, un minimum en apparence. Regardez Toum Toum. On dirait qu'il a 4 ans. Il a rajeuni, le gamin. Vous auriez dû savoir qu'il fallait se méfier. J'ai câblé aussi sur la logique de la méchante. Vous vous souvenez de cette scène quand elle a un flag dans les mains face aux enfants, alors qu'à la base, on sait déjà que celle-ci est prête à tuer les enfants dans la mesure où elle veut faire exploser le parc avec les enfants qui sont à l'intérieur. On comprend donc qu'elle n'a pas de scrupule à tuer les enfants. Alors il faut m'expliquer sa logique de tirer dans les ampoules pour mettre les enfants dans le noir, que ces combattants puissent se battre et avoir le dessus. Tue les enfants directement avec ton flingue. Non mais c'est pas que je veux tuer les enfants, c'est juste pour la logique scénaristique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les 3 ninjas partaient vraiment d'une idée ambitieuse avec un réel amour des films sur lesquels ils s'inspirent. Offrant un scénario intéressant, une intrigue pas trop dénuée de bon sens, pour un film de jeunesse en tout cas, lui permettant de devenir culte avec des répliques qui ont marqué les cours de récré de la génération 90. Et honnêtement, qui s'est pas amusé à combattre avec son copain et crier « Aïe !» Comme beaucoup de licences, elle souffre de l'appât du gain à vouloir surfer sur le succès du premier, sans vraiment prendre le temps d'offrir des suites à la hauteur, livrant alors des scénarios bâclés et des directions artistiques trop cartoonesques et édulcorées. J'ai envie de mettre de côté 5 minutes les suites, juste pour me concentrer sur le premier opus et vous dire que ce film est culte, incroyable, et de vous à moi, les enfants continuent à adorer ce film. Ouais, tu t'es bien battu. Ouais, je suis balèze. Bon allez, on se casse. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.